21 octobre 2023. Bonsoir mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le Togo, en matière d'inclusion financière, fait parler de lui sur le continent ces derniers temps. Nous nous intéresserons ce soir à ces facteurs qui lui confèrent cette évolution. Où en sommes-nous au Togo avec la question des droits des enfants? État des lieux en ce qui concerne les avancées, les manquements et les recommandations à découvrir dans quelques instants. La date définitive du retrait des soldats français au Niger est connue. Ce sera le 31 décembre de cette année. Les détails sont à suivre dans ce journal. Et enfin, l'aide humanitaire attend finalement la bande de Gaza après plusieurs jours d'attente à la poste frontière de Rafah. On fait le point dans un instant. Restez avec nous. Bienvenue à tous. Garantir des crédits aux demandeurs, c'est leur offrir les moyens de s'épanouir. L'inclusion financière amorcée par l'État togolais en passe de devenir une réussite. Le pays ne cesse d'enregistrer des performances dans le dit secteur, ce qui tend à faire de lui une référence sur le continent. Les détails avec Bernard Canvi. Le Togo continue d'afficher une meilleure performance en matière de progression de l'inclusion financière au sein de l'espace UEMOA. Le pays a obtenu ces dernières années en matière de microfinance et d'inclusion financière des résultats positifs. En effet, le Togo se positionne actuellement en tête des pays de l'UEMOA en termes de taux d'inclusion financière. Ce taux est passé de 82,72% en 2021 à 85,72% en 2022. Parallèlement à cette avancée, le volume de crédits accordé par les systèmes financiers décentralisés a aussi augmenté de près de 30% en 2022, passant ainsi de 196 milliards de francs CFA à 225 milliards de francs CFA, ce qui signifie que l'inclusion financière se porte bien au pays, ceci grâce aux offres des services financiers et bancaires de base à faible coût spécifique pour des personnes en situation de difficulté financière. Par ailleurs, grâce au Fonds national de la finance inclusive, FNFI, beaucoup de Togolais bénéficient de services financiers. De 2014 jusqu'au 29 septembre 2023, le fonds a octroyé 109,15 milliards de francs CFA en faveur de 1 861 829 bénéficiaires. Cette dynamique dans l'inclusion financière a motivé le Togo à abriter la Semaine africaine de la microfinance qui se tient actuellement à Lomé et qui prend fin le 20 octobre. Les experts ont examiné lors de la 94e section du Comité des droits de l'enfant les rapports du Togo sur les droits de l'enfant. Des progrès ont été certes notés, mais des efforts restent à faire sur plusieurs plans. Jeannette Toyi et Cyril Lawson reviennent sur les progrès notables, mais aussi sur les recommandations. Lors de la dernière session du Comité des droits de l'enfant, les membres indépendants du comité ont examiné les 5e et 6e rapports périodiques combinés du Togo sur la situation des droits de l'enfant dans le pays. Les discussions ont porté sur divers aspects de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant et de ses protocoles facultatifs au Togo. Il s'agit entre autres de l'enregistrement universel des naissances, de la santé des enfants, de l'éducation, de la lutte contre les violences envers les enfants, de la justice pour mineurs et le travail des enfants. L'on note des progrès, notamment dans l'enregistrement des naissances et la réduction de la mortalité infantile grâce au programme Wezu. Le Togo a également fait des efforts pour combattre les pratiques néfastes envers les enfants, comme les mutilations génitales féminines et les mariages forcés. Cependant, le comité a exprimé des préoccupations quant à la persistance de ces pratiques néfastes. Il a exhorté le pays à faire respecter davantage la légalisation interdisant le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines, à supprimer toutes les exceptions permettant le mariage avant l'âge de 18 ans, ainsi qu'à mettre en place des mécanismes de protection pour les victimes. Si le Togo a été félicité pour la création de conseils consultatifs pour les enfants, il devra poursuivre la lutte contre la perception négative des enfants. Le comité a souligné la nécessité d'actions urgentes pour garantir le droit à la vie, à la survie et au développement des enfants. Le Togo a été appelé à surveiller la santé des enfants face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles. En somme, face aux défis qui subsistent dans la garantie des droits des enfants, le comité a encouragé le Togo à actualiser ses tests juridiques, à renforcer ses actions et ses stratégies et à veiller à leur mise en œuvre effective.
Parlons santé. Le sevrage précoce de l'allaitement peut avoir des répercussions sur le nourrisson et celles-ci peuvent être immédiates ou non. Au sein de nos sociétés, les recommandations vis-à-vis de la question sont plus ou moins connues, mais ce soir, pour encore plus de précision, nous vous les rappelons. C'est dans le reportage suivant. Passage qui sert à progressivement substituer le lait maternel par l'alimentation, le sevrage de l'allaitement chez le nourrisson demande un certain nombre d'étapes à respecter et un suivi délicat. Pour ce qui est de la période idéale à partir de laquelle le processus peut être fait sans qu'on ne craigne d'éventuels malaises ni chez la mère ni chez l'enfant, il y a des indications bien établies auxquelles se référer. De 0 à 6 mois, le nourrisson doit être exclusivement nourri au lait maternel. Au-delà de 6 mois à 9 mois, nous allons introduire des repas liquides ou semi-liquides, à savoir les bouillies enrichissantes et autres. Maintenant, après le 9e mois jusqu'à 2 ans, on peut commencer à introduire les plats familiales, ce qui va lui permettre de s'adapter plus facilement après le sevrage. Donc, à partir de 2 ans, on peut sevrer le nourrisson. Si ces indications sont suivies par certaines mamans, très souvent chez d'autres, elles ne sont pas observées, ce qui peut aboutir à des complications qui peuvent s'aggraver bien plus que ce que l'on croit. Ces enfants précocement sevrés font face à des problèmes d'infection à répétition. Ils souffrent aussi de la carence de certaines vitamines et sont confrontés à de graves allergies, leur système immunitaire étant assez fragile. Une situation qui fait qu'ils ne répondent plus convenablement au vaccin. Un sevrage mal mené ou précoce va entraîner des répercussions assez graves parfois sur le quotient intellectuel de l'enfant. Le lait maternel contribue énormément à l'évolution globale de l'enfant, que ce soit au niveau de son développement staturo-pondéral, psychomoteur et intellectuel également. Donc, un enfant qui n'a pas vraiment bénéficié au maximum de ce lait maternel peut avoir des difficultés au niveau de l'évolution de son quotient intellectuel. Cependant, au même moment, il peut arriver que des situations contraignantes d'ordre sanitaire se présentent, ne laissant pas de choix aux parents. C'est lorsque, par exemple, chez la maman, la remontée laiteuse pose souci. Dans ces situations exceptionnelles, il est permis sous contrôle médical des alternatives avec des instructions à l'appui. Les parents peuvent donc recourir à des substituts tels que les laits artificiels. Nous vous le disons dans les titres, encore une fois, c'est un ouf de soulagement pour la population nigérienne. Annoncé depuis le coup d'État du président Mohamed Bazoum, la date exacte du retrait définitif des soldats français vient d'être reconfirmée. Il est donc prévu pour fin décembre 2023. On suit toutes les précisions dans ce reportage. La France respectera le calendrier du retrait de ses soldats basés au Niger. Les 1500 hommes quitteront le pays le 31 décembre comme prévu. Le commandant des forces françaises au Sahel a confirmé ce départ lors d'une conférence de presse vendredi à Niamey. Les premiers soldats ayant quitté le pays sont arrivés jeudi au Tchad, alors que le flux logistique doit débuter la semaine prochaine. 282 soldats français qui sont partis. Il y a des mouvements importants qui vont se faire dans les jours qui viennent. Donc d'ici une semaine, on sera quasiment à la moitié de ces engagés. Mais les gros flux logistiques vont véritablement commencer la semaine prochaine. Parce que, évidemment, vous imaginez bien que pour sortir 1500 personnes, il y a toutes les opérations de préparation, de constitution des containers et ainsi de suite. Les containers, il y en a 2500 à sortir. Ces opérations sont organisées en collaboration avec les autorités nigériennes. Une transparence nécessaire pour rassurer la population au regard du contexte des relations entre Paris et Niamey. Nous appelons la population justement à ne pas, comment on appelle ça, avoir des comportements, je ne dirais pas irresponsables, mais qui attisent à la haine. Aujourd'hui, on a travaillé ensemble pendant des années. On a demandé qu'ils quittent, donc on voudrait que tout se passe très très bien, qu'ils puissent regagner le Tchad. Les militaires au pouvoir à Niamey depuis la chute de Mohamed Bazoum avaient demandé le départ des 1500 soldats français au nom de la souveraineté de leur pays.
20 octobre 2022, 20 octobre 2023, hier, cela faisait un an qu'il y a eu au Tchad une répression sanglante de la manifestation pacifique de l'opposition. Qu'est-ce qui a changé un an après cette situation ayant coûté la vie à plusieurs personnes? Tout un tas de questions se posent. On regarde ce reportage qui va nous situer sur l'affaire. Innocent Tassing a été arrêté à la veille de la marche contre la prolongation de la transition. Comme d'autres manifestants, il a été déporté à la prison de haute sécurité de Korotoro. Il a passé 6 mois en détention avant d'être jugé, condamné, puis gracié par le président de transition. Un an après cette marche réprimée dans le sang, Innocent porte encore les séquelles. Ce qu'on a vécu, c'était pas vraiment facile, c'était inhumain. Si je peux me permettre, c'est Dieu qui a fait grâce à ce qu'on puisse être là. La répression de la marche pacifique du 20 octobre 2022 a fait une 60aine de morts selon le gouvernement et plus de 300 selon les organisateurs. La Commission nationale des droits de l'homme, de son côté, parle de 128 cas de décès. Pour son président Mamad Nour Ibedou, il faut situer les responsabilités et indemniser les victimes. Des gens qui s'occupaient des familles entières qui sont laissées dans le dénormant. Donc il faudrait que l'État se propose de nous aider à essayer d'appréhender toute cette question-là, de façon à ce qu'on puisse atténuer un peu. Malgré les efforts entrepris en vue d'un retour à l'apaisement, la tension est encore palpable, estime cet analyste politique. Ce qu'on peut encore retenir une année plus tard, c'est que jusqu'à présent, avec beaucoup d'honnêteté, on pourrait dire que la vérité n'est pas encore faite ni sur les faits, ni sur les acteurs impliqués, donc leur identité. Un an après ce sinistre événement, certains opposants ayant quitté le pays sont toujours en exil, à 2 mois du référendum constitutionnel censé ouvrir la voie aux futures élections. Et pendant ce temps, au Kenya, la population réclame le dédommagement du grave incendie survenu en 2021 suite à un exercice militaire britannique qui s'était mal passé. Et cette demande précède l'accueil du roi Charles III dans le pays. Qu'est-ce qui s'était concrètement passé et que dénonce la population jusque-là? On suit les détails. Des habitants du centre du Kenya ont dénoncé vendredi, à 10 jours d'une visite du roi Charles III dans le pays, la lenteur du processus d'indemnisation des victimes suite à un incendie en 2021 attribué aux forces armées britanniques stationnées dans la région. 7000 plaignants ont rédigé une lettre ouverte au gouvernement britannique, lue par leur avocat Kelvin Kubai lors d'une conférence de presse. Nos frères et sœurs qui se sont battus pour notre indépendance contre la domination coloniale des Britanniques ont été les plus grands héros du Kenya. Aujourd'hui, près de 60 ans plus tard, la même famille et le même pouvoir que ceux contre lesquels nos héros se sont battus vont visiter le Kenya. Certes, il a été dit que le roi Charles présenterait des excuses pour les crimes commis à l'encontre des anciens combattants Mau Mau, ce dont nous nous réjouissons, mais il est intéressant de noter qu'il a décidé de ne pas se rendre à la Batouk, à Nanyuki, pour rendre visite aux nombreuses troupes britanniques stationnées ici. La justice kenyane a ordonné le versement de compensation pour cet incendie qui a ravagé plus de 4800 hectares lors d'un exercice militaire mené par l'unité de formation de l'armée britannique au Kenya, la Batouk. La justice retardée est un déni de justice. Les habitants de l'Eldaïga sont furieux et ne se tairont pas jusqu'à ce que la Batouk, l'IGLC, le gouvernement britannique et le chef de leurs forces armées cessent de traiter le Kenya comme un avant-poste colonial et commencent à nous traiter avec respect. Outre les dommages causés à l'environnement, les habitants demandent un dédommagement pour des problèmes médicaux résultant selon eux de l'incendie survenu en mars 2021, ajoutant que de très nombreux agriculteurs n'ont pas pu faire repousser leurs récoltes ni récupérer le bétail perdu dans ce terrible incendie. Nous remontons en Égypte, à la liste des pays qui manifestent leur soutien au peuple palestinien vient s'ajouter l'Égypte. Hier vendredi, après la prière, c'était au tour des manifestants égyptiens d'exprimer leur soutien dans les artères des villes du pays. Retour en images sur les événements.
Des dizaines de milliers d'Égyptiens sont descendus dans la rue après la prière du vendredi pour apporter leur soutien aux Palestiniens à Gaza. Au 14e jour de la guerre meurtrière entre Israël et le mouvement palestinien Hamas, des rassemblements ont eu lieu dans la plupart des villes d'Égypte. Malgré les interdictions de manifester en Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi avait déclaré mercredi que des millions d'Égyptiens seraient prêts à sortir dans les rues s'il leur demandait. Je suis ici pour soutenir nos frères de Gaza face à tout ce qui leur arrive. Nous sommes prêts à payer de notre âme et de notre sang. Nous sommes prêts à tout moment. Une fois qu'ils auront ouvert les portes, nous vaincrons Israël. Nous appelons les autorités égyptiennes à expulser l'ambassadeur d'Israël en Égypte et à rappeler l'ambassadeur égyptien qui est en Israël. Et nous appelons tous les régimes arabes à soutenir les Palestiniens et à mettre fin au siège de Gaza. Des Égyptiens ont également protesté devant le terminal de Rafah par lequel l'aide humanitaire pour les 2,4 millions de Gazaouis doit transiter. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, était sur place pour tenter d'accélérer l'entrée des convois toujours bloqués. Plus de 4000 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans les bombardements incessants menés en représailles par l'armée israélienne. Bonne nouvelle pour les habitants de la bande de Gaza. Après plusieurs négociations, la frontière de Rafah a finalement fait passer l'aide humanitaire vers Gaza. Les Gazaouis vont pouvoir trouver secours. Les détails. Après plusieurs jours d'attente, les véhicules transportant de l'aide humanitaire pour la bande de Gaza ont commencé à passer la frontière de Rafah depuis l'Égypte samedi. Israël a accepté d'autoriser l'acheminement de l'aide en provenance d'Égypte à la demande de son principal allié, les États-Unis. 5 premiers camions chargés d'aide ont pénétré en territoire palestinien, alors que les 2,4 millions d'habitants de l'enclave palestinienne, contrôlée par le Hamas depuis 2007, sont au bord de la catastrophe, faute de produits de première nécessité. Le chancelier allemand a qualifié samedi d'étape bonne et importante l'arrivée dans la bande de Gaza de premiers camions transportant de l'aide au 15e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. On revient au pays pour parler sport de 2019 à 2023. Cela fait 3 Coupes d'Afrique des Nations consécutives auxquelles le Togo n'a pas pris part. Une performance sur laquelle beaucoup s'interrogent. Nous étions sur le terrain et voici les avis au micro de Cyril Lawson et de Julien Edo. Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire va abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les éperviers du Togo n'y seront pas. Malgré qu'ayant concédé une victoire en dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Cap-Vert, les hommes de Paulo Duarte ont terminé 3e de leur groupe avec 8 points. Mais bien avant, le Togo a brillé par 2 autres absences consécutives. Une première lors de la CAN 2019, après une défaite concédée face au Bénin 2-1, et une autre en 2021, avec 3 points à l'issue des éliminatoires. Moi, je suis très triste. De ne pas avoir mon pays qualifié à la CAN. Et surtout, la CAN de cette année en Côte d'Ivoire et ne pas voir mon pays. Ça, c'est très triste pour moi. C'est une histoire de motivation, quoi. Il les motive que si vous gagnez, bon, j'ai des prix comme ça pour vous donner. Bon, nous voyons qu'au Togo, cela ne se passe pas comme ça. La population aussi, ils n'encouragent pas les Togolais, les joueurs pour qu'ils puissent se mener dans ce domaine. Donc je vois que c'est un peu ça. La situation préoccupe également l'association des anciens footballeurs du Togo, ASAFT. Comme alternative, il s'agira de situer les responsabilités. Cette performance serait-elle due à une incompétence du sélectionneur, une mauvaise orientation des décisions des dirigeants ou une impréparation de la relève? Les avis divergent en tout cas. On doit plus voir l'organisation et aussi les joueurs. Les joueurs doivent être plus déterminés. Ils doivent être des patriotes. Oui, ça manque un certain engagement auprès des joueurs. Voyant le nouveau coach, on peut dire que le travail est en train de bouger un peu.
parce que le match précédent, on a vu que le Togo a fait un peu son effort, quoi. Il se défend un peu. Et nous voyons que par les tactiques de ce nouveau coach, ça peut aller. Par exemple, Petit Paris à Zongo, là où moi je suis, par exemple, il y a des petits enfants là-bas qui jouent, il y a des clubs. Moi je pense que le gouvernement doit venir là-bas pour voir les enfants et puis les prendre. Non, ils sont performants, mais il faut encore, quoi. Je pense que si le Togo fait ça, il y aura au moins une amélioration, je pense. Remontons l'histoire, c'est en février 1957 qu'a eu lieu la toute première édition de la CAN. Elle est disputée à Khartoum au Soudan entre 4 équipes sans phase éliminatoire. Coupe d'Afrique à l'origine, elle sera renommée Coupe d'Afrique des Nations en 1965. Le Togo y prendra part pour la toute première fois de son histoire en 1972. Ce n'est pas fini, sport à la page internationale. Ce vendredi, la Ligue africaine de football en Tanzanie a été lancée. Comment vont se dérouler les événements et quels seront les pays au rendez-vous? On les découvre dans ce qui suit. La Ligue africaine de football, nouvelle compétition de la CAF, son top départ a été donné vendredi à Dar es Salaam lors de la rencontre entre les Tanzaniens de Simba Sport Club et les Égyptiens d'Al-Ahly. Outre ces 2 clubs, 6 autres font partie aussi de la compétition. Les organisateurs de la Ligue africaine de football doivent ajouter plus d'équipes l'année prochaine et pas seulement 8. Nous n'avons jamais assisté au lancement d'un championnat aussi important en Tanzanie. En dehors de la Coupe du Monde de football, c'est le 2e grand événement. Un jour très spécial dans l'histoire du football en Afrique. C'est ainsi que le président de la CAF a qualifié le démarrage de cette compétition. Les équipes s'affrontent en match à élimination directe aller-retour des quarts jusqu'à la finale prévue les 5 et 11 novembre. Le vainqueur remportera 4 millions de dollars. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.